Donc, bonjour à tous pour la première session de la commission RH 2025 sur le phénomène des repates. Donc, nous avons trois intervenants. Donc, à ma gauche, Patrick Plactor, Managing Partner Alexander Hughes Afrique Search, habitué de la commission RH. C'est la troisième fois qu'il intervient. Ancien DRH de Gap, de House, Roche Partners, auteur récent d'une tribune sur les repates, en tout cas voilà. Et donc qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. À ma droite, donc Yannick Mekwenier, qui est président de l'African Business Club, ancien de l'IFP, né au Gabon, ingénieur en procédés industriels, qui a démarré chez Total sur la partie upstream, avant de revenir en France et donc d'être aujourd'hui chef de projet, je crois, chez Saipem. Saipem, qui est une société aussi de services pétroliers. Alors peut-être Yannick, pour nous présenter rapidement l'African Business Club pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais, d'accord, parfait. Merci Igor. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis honoré d'être avec vous ici ce matin. L'African Business Club donc, est né en 2003, donc ici à Paris, avec la volonté par les initiateurs, initialement des jeunes étudiants africains qui ont lancé donc, cette initiative de pouvoir, promouvoir l'excellence africaine en France et deux, de mettre la jeunesse africaine de la diaspora au cœur diplomatique du développement économique du continent africain. Et donc, on travaille depuis le début sur certains leviers qui nous permettent d'atteindre ces objectifs-là. L'un des leviers d'ailleurs les plus importants, c'est le retour des diasporas africaines sur le continent africain. Donc, le retour de ces talents-là pour leur permettre d'aller sur place, contribuer au développement de ce continent-là. Après, on a d'autres leviers d'action, l'entrepreneuriat sur lesquels on travaille énormément. On a pas mal d'entrepreneurs dans notre réseau qu'on accompagne au quotidien. Voilà. Il y a pas mal de choses comme ça, mais depuis le début, on travaille énormément sur cette problématique-là du retour des talents africains de la diaspora sur le continent. On organise à ce titre d'ailleurs un forum de recrutement depuis 2006 qui a pas mal évolué entre-temps et aujourd'hui d'ailleurs on le Avec fait Afrique Search, hein. en collaboration avec Afrique Search, tout à fait. Absolument. Merci. Mm, Alors donc oui, parce qu'on ne va pas parler seulement des salariés, hein, on va aussi évoquer les entrepreneurs, hein. mm. Et donc en ligne, donc nous avons Karamoko Karadiaby, donc qui est le CEO de Repat Africa, hein, dont le slogan est l'Afrique vous appelle. Vivez, investissez, prospérez, qui donc après des études en France et un certain nombre de postes dans la logistique a créé donc Repat Africa en 2020. Cara, même question que pour Yannick. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots l'activité et l'action de Repat Africa? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Donc, merci de l'invitation. Je suis content d'être avec vous. Alors oui, Repat Africa, c'est une organisation qu'on a créée en 2020. Donc, le but, c'est de mobiliser les diasporas africaines dans le développement socio-économique du continent. Donc, on a aujourd'hui plus de 400 membres adhérents qui viennent de 30 pays d'Afrique. Et depuis, donc, on a deux activités principales, des activités associatives, donc qui vont de la collaboration, mise en réseau. On fait des voyages d'affaires pour découvrir les opportunités que les pays en question ont à offrir. Donc là, on revient du Bénin, là, il y a 2 semaines. On fait des partages de ressources, etc. Et on a aussi une activité d'investissement où on investit dans des startups et PME africaines. Et donc, en 2024, on a investi un peu plus de 300 000 euros dans deux startups qui opèrent soit entre la France et le continent africain, ou soit sur le continent africain. Et donc, oui, donc je suis très content d'être avec vous et pour échanger sur ce phénomène des répates qui va encore se développer, je pense. Très bien. Merci beaucoup, Cara. Donc, on va diviser la table ronde en trois temps. Dans un premier temps, la définition du repas. Pourquoi est-ce qu'on en parle plus maintenant qu'avant? Dans un deuxième temps, on va essayer de cartographier, pardon, le phénomène, c'est-à-dire dans quel pays ce phénomène est le plus important, est-ce qu'il y a des profils, des tendances particulières? Et puis enfin, dans un troisième temps, on verra un peu la perception sur place, les écueils à éviter, la façon dont la repatriation, si on peut dire, se déroule à la fois côté salarié, mais aussi côté entrepreneur. Alors, Patrick, c'est toi qui vas commencer.
Donc, comment déjà on pourrait qualifier, parce qu'il y a plusieurs types de repat, hein, si on peut dire, comment on pourrait définir le ou la repat? Alors, je vais juste rajouter une chose Oui, sur la présentation. Je suis moi né au Togo, donc c'est oui. important. J'aimerais bien le préciser, même si j'ai fait toute ma carrière ici, mais je suis né au Togo et je pense qu'on est dans le thème. Je suis parti du Togo à l'âge de 12 ans pour faire mes études en France et c'est vrai que le sujet du retour au pays n'a pas forcément été un sujet pour moi pendant des années. Je suis retourné au pays à l'âge de 50 ans, hein, c'est-à-dire retourner pour travailler au pays ou pour le pays. Et le sujet du retour au pays, moi je l'aborde, alors, je vais répondre à la définition, hein, Oui. mais je l'aborde de deux façons. Je pense que le continent a toujours besoin de personnes, de cerveaux qui y retournent, mais le continent a aussi besoin de personnes du continent qui, qui, qui peuvent faire le pont entre les deux. On voit souvent ce mouvement de personnes qui sont africains, qui sont en Europe, mais qui préfèrent, je fais partie de ces gens-là, faire les allers-retours et faire le pont entre l'Occident et l'Afrique. Je pense on ne peut pas, et c'est une forme de répatriation, Mhm. c'est-à-dire que l'idée, c'est de jouer de la mixité qu'on acquiert au travers de nos expériences, au travers de nos formations ici, c'est de jouer de cette mixité-là pour pouvoir apporter ce que d'autres veulent apporter au niveau local. Alors, on ne peut pas parler de RIPAD sans parler de diaspora. Évidemment, lorsque Yannick parlait tout à l'heure du fait de faire rentrer, d'aider les Africains à rentrer au pays, alors, c'est quoi la diaspora? Historiquement, une diaspora, c'est une communauté de peuples ou d'ethnies qui vivent de façon dispersée dans le monde entier. De plus en plus, cette communauté se réduit de diaspora. On le réduit souvent en disant une diaspora, c'est une communauté de peuples dans un pays, vivant dans un pays ou vivant dans plusieurs pays. Mais ça revêt comment dire, il y a plusieurs types, il y a deux types, je dirais, de diaspora. Alors, il y a les premiers qui sont les Africains qui sont nés en Afrique et qui ont fait le mouvement de venir en Europe, Mhm. qui souhaitent retourner en Afrique. Donc ça, ce sont les premiers. Et le deuxième type diaspora, enfin, de personnes de diaspora, c'est des enfants d'immigrés de première génération qui sont en Europe ou un peu partout dans le monde et qui ont l'envie de retourner en Afrique. Alors, ce qui lie ces deux-là, ces deux types, c'est souvent la volonté de contribuer à quelque chose, la volonté de soit euh, de retrouver. Alors, le vrai lien que je trouve souvent, c'est un lien souvent de vacances. Oui. Je suis enfant ou fils d'immigrés de première génération, je retourne dans mon pays souvent par les vacances. Et puis, je suis aussi africain né en Afrique ici, et je retourne en France. C'est le vrai lien, c'est ce lien parcellaire de vacances de temps en temps qui les lie. Après, il y a les motivations du retour. Ces motivations sont de plusieurs ordres, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être que tu as Oui. prévu d'en parler. Mais pour résumer mon propos, je dirais que la diaspora, c'est la dispersion de populations venant d'un pays ou d'une ethnie. En Afrique, je conclurai en disant on parle souvent de diaspora africaine. Moi, je parlerai plutôt de des diasporas africaines. Mhm. L'Afrique, c'est 54 pays. C'est 54 pays avec 1500 langues différentes. Si on le compare à l'Europe, l'Union européenne, c'est 27 pays et 24 langues. Donc, vaut mieux parler des diasporas africaines Mhm. parce que les réalités sont différentes que selon qu'on parle d'un Sud-Africain qui est africain, d'un Malgache, d'un Mauricien. Bien Alors, sûr. je fais exprès de parler de ces îles qui sont détachées avant de venir sur les pays africains proprement parler, qui sont le Maroc, c'est l'Afrique aussi, on Mhm. l'oublie souvent. Enfin, on ne veut pas le dire de cette façon-là, mais l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Donc, c'est les diasporas Mhm. africaines. Ça regroupe plusieurs communautés différentes en Europe. Oui. Alors, vous, Yannick, alors déjà, là aussi, au niveau de votre parcours Mhm. personnel, Mhm. il y a un pont. Tout à fait, tout Oui. à fait. Il y a un pont, il y a un aller-retour, effectivement. Donc, moi, oui, mais
mes études, donc ici, hein, vous l'avez dit juste avant, donc je suis ingénieur de l'IFP, euh, l'École nationale supérieure de pétrole et des moteurs. Je repars en fait au Gabon, pour travailler pour le groupe Total en tant qu'ingénieur, et puis après dans le management des opérations sur les installations locales de Total. Donc j'y passe à peu près 7 ans. Et puis après, je décide en 2022 de saisir une opportunité professionnelle ici en France. Donc voilà, j'ai effectivement cette vision, ce contexte entre les deux pays. Et puis je suis totalement d'accord avec ce que disait Patrick juste avant, qu'il faut que certains puissent créer ce pont, ce lien entre l'Afrique, entre l'Europe, voilà, entre ces diasporas. Moi, j'ai fait ce retour peut-être temporaire. J'ai fait ce retour là il y a 2 ans, mais c'est aussi l'une des motivations qui m'a emmené à m'engager au sein de l'African Business Club, parce que j'ai totalement partagé ces valeurs-là, de permettre au continent d'avoir en retour ces diasporas-là qui reviennent comme ça, contribuer directement sur place. Donc je me suis dit, si moi j'ai fait ce retour vers la France, enfin ce chemin vers la France, et si en retour je peux permettre à 100 jeunes Africains de repartir sur le continent, bah, je le ferai avec plaisir. C'est aussi un Mhm. peu le sens de mon engagement au sein d'African Business Club aujourd'hui. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Cara, juste ce que Patrick disait sur les deux types un peu de repas, est-ce que, il y a un cas qui est plus fréquent que l'autre? C'est-à-dire, est-ce il y a finalement plus de situations de personnes nées en Afrique, ayant étudié en dehors d'Afrique et revenant, d'enfants est-ce qu'on peut quantifier comme ça un peu à la louche le phénomène? Je dirais que la tentation est plus grande pour les Africains en Afrique qui viennent faire leurs études ici, dans la mesure où, en général, le sujet, vraiment, lorsque mes parents m'envoyaient en France, c'était plutôt une chance à l'époque. Je veux dire, lorsqu'on vient en France ou en Europe pour faire ses études, c'était vécu comme étant une chance de venir faire ses études en Occident. Et ça s'est perpétué dans la mesure où, lorsqu'on voit l'appréciation des diplômes euh, en Afrique, pendant longtemps, euh, les Africains eux-mêmes ou les entreprises en Afrique préféraient les gens qui avaient des diplômes européens ou occidentaux. Cette tendance s'inverse de plus en plus parce que on a pas mal de campus de grandes universités, de grandes écoles européennes qui s'installent aussi en Afrique. Donc, la tendance est... Donc, à l'époque, enfin, il y a quelques années, venir en Europe pour faire ses études, c'était un gage c'est une garantie de pouvoir trouver un Oui, une meilleur sorte de passage emploi. obligé si on voulait. Absolument. Donc, naturellement, ces personnes-là qui ont fait ce mouvement et qui continuent à faire ce mouvement sont souvent destinées au retour. C'est rare qu'ils ne rentrent pas en Afrique. Alors, Mhm. un exemple, j'anime pas mal d'ateliers auprès de certaines écoles françaises de jeunes diplômés qui finissent leur master. Et souvent, la question, c'est est-ce que je dois rentrer tout de suite? Mhm. Euh, je finis mes études. Qu'est-ce que nous conseillez, nous, vous? Est-ce que je rentre tout de suite ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à faire une première expérience en Europe avant de rentrer? Une fois qu'on a dit ça, l'autre question qui vient, c'est si je veux rentrer, ben, quel est le canal? Mhm. Parce qu'il n'y a pas de guichet unique. Comme je disais tout à l'heure, l'Afrique est diverse et c'est 54 pays. Donc ces jeunes-là, ou ces moins jeunes, parce que parfois on a des personnes qui ont une première expérience, qui se retrouvent à avoir envie de rentrer en Afrique, mais ne sachant pas par quelle voie passer. Il n'y a pas d'ANPE Afrique, il n'y a pas de guichet où Mhm. on va poser son CV. Et souvent, ces personnes ont souvent peur de rentrer dans leur propre pays. Donc parfois, ils nous demandent, ben, est-ce que je rentre d'abord en primo retour, est-ce que je rentre dans mon propre pays ou est-ce que je vais dans un pays tierce? Parce qu'ils savent très très bien qu'ils subissent des pressions sociales lorsqu'ils rentrent dans leur propre pays en premier. Donc, il y a tous ces sujets qui traversent l'esprit de ces jeunes ou de ces moins jeunes Africains qui veulent rentrer. Donc, ta question, c'est est-ce qu'il y a plus, quelle est la Mhm. proportion de, de ripates issus des gens qui sont nés en Afrique? Je dirais, c'est plus important, Oui. il y a absolument plus important. Ceux qui sont nés en Europe ou hors d'Afrique, de parents immigrés, euh,
En fait, en général, ils sont plus en quête de sens. Les motivations ne sont pas les mêmes pour Mhm. ces jeunes. Alors, ça dépend encore de comment les parents les ont éduqués. Il y a certains parents qui les éduquent avec une espèce de barrière claire entre l'Europe et l'Afrique. Mhm. Il y en a qui font le mixte. Euh, mais je donnais un exemple très personnel. Ouais. Dans ma famille, mon père s'était marié avec une Française, une blanche. Bon, j'ai des demi-frères, j'ai des frères, j'ai un frère et une demi-sœur qui sont métis. Mhm. Euh, Moi, je suis né en Afrique, Mhm. donc je suis né d'un deuxième mariage Mhm. et j'ai fait le chemin pour venir en Europe. Euh, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que mon frère et ma sœur métis sont plus en quête d'Afrique que moi. Oui. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à Mhm. l'heure sur venir en Europe ou partir en Europe, c'est plus une chance. Donc, moi, je l'ai vécu à l'âge de 12 ans comme étant une chance. Eux, ils sont nés en Europe, ils ont fait leurs études ici. Rien ne les prédestinait à retourner en Afrique, mais c'est eux qui ont eu envie Après coup. d'aller, après coup, de prendre une nationalité togolaise, ainsi de suite. Alors que moi, j'étais plutôt en quête de prendre une nationalité française pour Mhm. m'intégrer. Donc, les choses ne sont pas aussi linéaires comme on Ouais. peut le penser. Donc, je dirais que tout dépend de l'éducation qu'on a reçue, tout dépend de la famille dans laquelle on sort et tout dépend aussi de la personnalité et puis des envies personnelles. Mhm. Cara, donc vous aussi, vous êtes, enfin, dans votre expérience personnelle, vous avez fait un passage en Europe, en Afrique, en Europe, en Afrique, c'est ça, hein? Ouais, alors moi, je suis né en France, hein, de parents ivoiriens. Et ma première expérience professionnelle, je l'ai eue juste après mes études en Afrique. Euh, donc, j'étais responsable du terminal fruitier au port de Douala pour la compagnie fruitière pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai eu d'autres expériences en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc, j'ai travaillé en total de 3 ans sur le continent avant de créer Repat Africa. Je voudrais revenir sur la définition du terme repat Oui. pour un peu contribuer à ce qu'ont dit les autres panélistes. Alors, repat, pour moi, enfin, ça vient d'une contraction de répatriation qui désigne les personnes qui retournent vivre dans leur pays d'origine ou celui de leurs ancêtres. Donc, ce qu'on constate, c'est que c'est un phénomène qui concerne souvent des personnes moyennement ou hautement qualifiées et qui choisissent de rentrer par leurs propres moyens, en fait. Donc, les motivations peuvent être assez diverses. Donc, comme disait le panéliste juste avant, ça va de la quête identitaire et souvent aussi des opportunités professionnelles. Donc, nous, ce qu'on constate chez Repat Africa, c'est qu'on a alors, nous, c'est un peu biaisé parce que les personnes qui viennent sont forcément intéressées d'Afrique, mais on a à peu près 60% des personnes qui sont en EHPAD qui sont nées sur le continent et qui veulent y retourner, et 40% qui sont nés hors d'Afrique, mais qui ont envie d'y aller de par leur éducation, de par le lien qu'ils souhaitent conserver avec le continent. Et on remarque aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'installer, mais qui ont envie de contribuer au développement économique. Donc, ça va passer par l'investissement, par le partage de ressources, par le transfert de compétences aussi, qui sont prêts à faire pour, par exemple, aller former, participer à la formation de jeunes dans des écoles, etc. Donc, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais je voulais quand même parler de l'importance de noter que la répatriation, elle peut être vécue de manière paradoxale, parce qu'on peut, par exemple, on peut être né être né en Europe ou né en Afrique, avoir passé énormément de temps en dehors du continent et revenir dans le pays en tant qu'étranger, quoi. Parce que les codes, etc., ont évolué et on a adopté les codes du pays d'accueil. Et donc, l'identité des répates, en vrai, elle est assez complexe parce que c'est à la croisée de plusieurs cultures, en fait. Donc, ouais, voilà ce que je voulais dire sur ça. Merci, Cara. Pour le phénomène en tant que tel, Oui. qu'est-ce qui explique qu'on n'a pas, enfin, il y a 5-6 ans, on n'en parlait pas forcément, on parlait plutôt effectivement de diaspora. Là, bon, il y a ce terme un peu fourre-tout qui permet de regrouper justement plusieurs profils, plusieurs tendances et qui permet justement de. Mais pourquoi on en parle plus aujourd'hui alors? Euh, Patrick? Alors, là, je vais parler de mon métier, Oui, voilà. qui est de recruter. Et puis, Afrique Search s'est créé en 96.
avec sur un constat qui est de dire qu'il n'y avait pas de cabinet africain qui favorise le retour des Africains en Afrique. Donc, c'est ça, c'est l'ADN d'Afrique Surf. C'était très novateur. Un peu en avance parce qu'on a mis du temps pour arriver là où on est aujourd'hui. Et, et il y avait, en 96, il y avait des retours qui se faisaient. On en parlait peu, il y avait des retours. Euh, je dirais aujourd'hui, dans le métier qu'on fait, il y a aussi une volonté d'africanisation des états-majors, voire moins, ou des équipes. Et puis aussi, il y a un phénomène qui est la réduction de l'expatriation occidentale en Afrique, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc, tout d'un coup, et ça, c'est une des premières raisons que je trouve, les entreprises multinationales comme les entreprises locales se trouvent à se demander, il y a des Africains un peu partout dans le monde, pourquoi ne pas les faire revenir? Je ne vais pas citer le nom d'une entreprise très connue française qui a beaucoup qui a en Afrique depuis des, des années, euh, qui pendant longtemps n'avait pas un seul Africain dans son board ou dans son état-major ou à la tête de ses filiales en Afrique, n'avait que des expatriés européens. Et il y a 5 6 ans, le CEO de cette entreprise nous a demandé très clairement, africanisez-moi, mon état-major à Paris et aussi mes équipes en Afrique. Donc, du coup, on a mis en place des programmes de retour d'Africains ici pour aider ça. Donc, je pense qu'il y a cette prise de conscience de sociétés multinationales, et ça vient beaucoup par là, de sociétés multinationales qui sont sur le continent africain, qui ont, pour des raisons politiques, je dirais géopolitiques, ou pour des raisons au niveau local, parce que on parle de désamour de la France, ainsi de suite, ce à quoi je ne crois pas une seconde. Si on va souvent en Afrique, il n'y a pas de désamour, c'est juste une question d'opportunité. Mais les populations, en tout cas au niveau local, les gens ont plus besoin de voir en face d'eux des Africains qui dirigent à des filiales ou les sociétés au niveau local. Bon, donc c'est peut-être ça qui explique, enfin, c'est une des raisons qui explique ce dont on parle, cette espèce d'envie de mettre dans les équipes dirigeantes souvent des Africains qui sont formés, qui sont partout. Alors ça ne veut pas dire qu'on en trouve, le marché est tendu, mais je pense que c'est une des raisons. Yannick, vous voyez, enfin, là aussi, pour les mêmes causes, mêmes effets, enfin, c'est-à-dire ce phénomène des repas dont on parle de plus en plus. Vous voyez que ça, depuis peut-être 2 3 ans, enfin, ça bouge plus qu'à une certaine époque. Tout à fait, ça bouge un peu plus. Moi, ce que je propose, c'est d'essayer de comprendre un tout petit peu le phénomène en repartant euh, d'un point de vue historique, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on l'a un peu, on est passé par la définition, c'est vrai, mais vous l'avez un peu dit en introduction, mais le phénomène de repatriation, ou plutôt du retour des talents, des cerveaux africains sur le continent n'est pas quelque chose de nouveau en soi, hein. Si on remonte plus loin, dans les années 60, c'est-à-dire la période à laquelle les États africains, la majorité en tout cas, ont pris leur indépendance, il y a eu comme ça pas mal de programmes lancés par ces États-là pour aller former leurs talents les plus prometteurs en fait en Europe, en général, dans le cas des pays francophones, en France notamment, pour avoir leurs premiers médecins, leurs premiers ingénieurs, leurs premiers avocats. L'idée étant de permettre à ces derniers de venir par la suite prendre le relais de l'administration coloniale, du coup, qui était bien évidemment constituée beaucoup plus d'Occidentaux à ce moment-là. Donc ça a très bien marché. Donc, il y avait des mécanismes qui ont été mis en place. Certains pays ont des mécanismes d'ailleurs qui existent toujours, comme l'engagement décennal, voilà, qui est un contrat en fait qui exige que ces talents-là en fait reviennent par la suite travailler. Moi-même, en quittant le Gabon en 2009, j'ai signé un contrat de ce type-là, D'accord. voilà, qui était un engagement. Donc voilà, c'est aussi une des raisons qui a fait en sorte que je reparte au Gabon pour travailler. Donc il y avait des mécanismes comme ça qui étaient déjà en place bien après les indépendances, donc qui ont permis à ce que ces cerveaux-là reviennent, prennent le relais, ont d'ailleurs occupé les plus hautes fonctions de ces États. Certains sont par la suite devenus des hommes d'État, des hommes politiques influents. Je pense par exemple à deux présidents sénégalais qui sont dans ce cas-là. Donc ensuite, on arrive aux années 80, où le contexte économique est un peu plus compliqué au niveau du continent africain, où le FMI, la Banque mondiale mettent en place des programmes
d'ajustements structurels, voilà, qui vont se manifester par pas mal d'actions, comme la privatisation, la fermeture de certaines entreprises. Et donc, le contexte devient très compliqué et il devient difficile aussi pour les États africains de trouver des débouchés à leurs étudiants hein, qui étaient partis, qui étaient partis en Europe. Ce qui fait qu'à partir de la fin des années 80, pendant les années 90, il y a pas mal de talents comme ça qui sont partis étudier à l'étranger, qui ne sont pas revenus, voilà, qui sont restés, du coup, qui ont fait 10, 20, 30 ans pour certaines carrières, ici en France et partout en Occident. Voilà, ensuite, heureusement, hein, d'ailleurs, vous l'avez un peu évoqué, c'est un peu le point que Patrick vient d'évoquer. À partir des années 2000, Afrique Search est vraiment un précurseur, j'ai envie de dire. À partir des années 2000, il y a une prise de conscience, d'abord des États aussi qui se disent, ah ben, il faut peut-être qu'on voilà, qu'on cherche à faire revenir nos cerveaux. C'est peut-être par là que va se faire le retour, la croissance de notre économie de nouveau. Donc, certains États essaient d'engager, en fait, de créer des programmes, souvent avec l'aide d'organismes spécialisés des Nations Unies, mettre en place des programmes pour permettre de venir comme ça, faire revenir ces cerveaux-là. Mais c'est souvent très coûteux, ça a été très coûteux. Heureusement, en parallèle, toujours au début des années 2000, le secteur privé s'intéresse au cerveau africain de la diaspora pour les raisons évoquées par Patrick tout à l'heure. Donc, il commence à s'attacher des services d'entreprises comme Afrique-Search, peut-être comme Michael Page, pour aller chercher, identifier ces talents-là, les recruter, les faire revenir dans leur pays d'origine ou au moins sur le continent africain. Donc, on a en fait cette implication du secteur privé début des années 2000 qui en fait va donner un regain à ce phénomène-là de retour des diasporas sur le continent africain. Et puis, 2010, milieu des années 2010, ça arrive. On a un autre acteur qui, lui, se rajoute. Ce sont les diasporas elles-mêmes, en fait. Ce sont les diasporas elles-mêmes qui vont, en fait, être de plus en plus intéressées par un retour, en fait. Autant par le passé, c'était les États qui mettaient en place des programmes, autant par le passé, ce sont les entreprises qui ont vu une opportunité, voilà, de faire revenir ces cerveaux-là. À partir de 2010, milieu des années 2010, voilà, ce sont les talents eux-mêmes, en fait, les diasporas elles-mêmes qui se sont dit, ah ben tiens, il faut que je reparte, en fait, peut-être sur le continent pour différentes raisons, on pourra peut-être l'évoquer. Et je crois que c'est ça qui a changé la donne. C'est ça qui a changé la donne, c'est la volonté des diasporas, des talents eux-mêmes à vouloir repartir sur le continent pour s'impliquer et aussi bien ceux qui étaient nés sur le continent, même dans les pays africains, que ceux-là qui sont descendants d'afro-descendants qui sont nés en Europe, qui n'avaient aucun lien avec le continent africain. On a effectivement cette donne-là qui est venue, enfin, voilà, cette dynamique-là qui est venue changer la donne de mon point de vue. Et d'ailleurs, je voulais partager, confirmer une statistique d'ailleurs qui a été annoncée par Monsieur Diaby. On l'observe aussi, c'est à peu près un tiers des personnes qui repartent en fait sur le continent sont plutôt nées ici et les deux tiers sont en fait des personnes nées sur le continent africain. Donc voilà, c'est vraiment pour Non, mais amener cette approche très intéressant, une mise en historique-là perspective, ouais. voilà, qui permet enfin, de dire que la donne change vraiment là avec l'intérêt des diasporas elles-mêmes de repartir sur le continent. Oui, Je Patrick, oui. compléterai volontiers ça sur ce point-là, sur l'intérêt des diasporas elles-mêmes. Cet intérêt a été, je dirais, ces 10 dernières années, potentialisé par le regard qu'on a sur l'Afrique. Le regard que l'Occident a sur l'Afrique et le regard que les Africains eux-mêmes ont sur leur continent. Il fut un temps, dire qu'on est africain et qu'on vient de tel pays, on le disait sous le manteau. Euh, Depuis ces 10 dernières années, l'Afrique est un peu à la mode. Euh, et l'Afrique est à la mode, pourquoi? Parce que on regarde les statistiques, 1,4 milliard d'habitants, 2 milliards, je ne sais pas combien, 2,5 milliards en 2050. Donc, les médias, il y a un engouement pour l'Afrique. Il n'y a pas un seul, il y a quelques années, il n'y avait pas un seul discours du président français. On ne parlait pas d'Afrique. Moi, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais moi, en ce moment, mais comment dire, il y a cette espèce de mode de l'Afrique qui fait que le regard sur l'Afrique a un peu changé ces 10 dernières années, ce qui fait que les Africains eux-mêmes ont envie d'aller contribuer au développement du continent. Et je dirais aussi que la situation économique dans les pays occidentaux a un peu changé. Et les Africains sentent un peu plus ce plafond de verre qu'ils ont en Europe à compétences égales
avec leurs collègues européens sur un certain nombre de postes. Mhm. Donc, il y a aussi cette envie d'une vie meilleure qu'ils ont envie d'aller trouver sur le continent, sur leur pays, dans leur pays ou sur leur continent. Donc, je pense que c'est le croisement de plusieurs phénomènes qui ont fait que ces 10 dernières années, il y a cette envie, on parle beaucoup de répatriation. Mhm. Car à vous, alors là, on a parlé plutôt des salariés, sur justement les entrepreneurs, les startups. Est-ce que vous voyez, vous, le même phénomène depuis 2, 3 ans, c'est-à-dire un engouement, un peu un élan ou pas du tout? Ouais, oui, oui, bien sûr. Et je pense que, alors, pour revenir sur un peu mon histoire personnelle, moi, ma première expérience en Afrique, je l'ai eue en 2015. Et à l'époque, dans ma promo, il n'y a pas grand monde qui voulait aller travailler sur le continent. Je m'en souviens. Puis j'ai fait mes 2, 3 ans là-bas, je suis revenu. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et en fait, c'est à partir de vraiment cette période que moi, personnellement, dans les statistiques que j'ai vu un changement. Parce que c'est vrai que les répats, il y en a depuis très longtemps, hein. Moi, j'en rencontre. Alors aujourd'hui, je vis à Abidjan. Là, je suis en direct d'Abidjan. Et j'en rencontre qui ont fait le retour depuis une vingtaine d'années. Même il y en a que ça fait 25 ans qu'ils sont revenus. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, mais par contre, il y a eu une accélération depuis le Covid. Depuis le Covid, là, on voit vraiment que les personnes, que ce soit salariés ou entrepreneurs, cherchent à développer leur activité sur le continent. On a des personnes qui sont encore salariées là, mais qui portent un projet, qui ont une compétence et qui veulent la mettre à disposition des pays africains par l'entrepreneuriat, parce que souvent on se rend compte que c'est parfois plus facile de trouver des clients que de trouver un travail. C'est parce que le marché, on va pas se mentir, le marché du travail en Afrique, il est pas aussi développé que le marché qu'on peut avoir en Europe au niveau des opportunités, etc. Donc, il y a une stratégie où nous, ce qu'on conseille, c'est de rentrer dans des communautés, se faire un réseau, et puis petit à petit, des opportunités vont venir. Trouver aussi des cabinets de recrutement qui peuvent aider parce qu'ils ont déjà un réseau sur place. Mais oui, alors sur l'entrepreneuriat, nous, en tout cas, les chiffres qu'on a, c'est vraiment, en tout cas dans notre communauté, on a à peu près 70% des personnes qui portent un projet, qui veulent entreprendre sur le continent, et 30% des personnes qui sont plutôt en début de carrière et qui veulent avoir une première expérience sur le continent. Donc, c'est des étudiants qui sont encore en master, par exemple, ou des jeunes diplômés qui vont avoir envie d'avoir une première expérience, soit en contrat de VIE, donc volontariat international en entreprise, ou alors un contrat local, mais qui sera assez avantageux pour eux. Donc, c'est ça qu'on remarque là sur ces 3, 4 dernières années. Très bien. Alors bon, on a donc un peu vu le phénomène et sa définition. Maintenant, si on veut... ah oui, alors oui, avant de passer au deuxième partie, une question. Commentaire Ouais. je vais rajouter par rapport à ce que tu dis. Je crois qu'il y a également une évolution de la législation du travail qui fait que maintenant, il y a dans certains secteurs, le secteur pétrolier, le secteur minier, il y a l'obligation, il y a la nationalisation des postes et l'obligation de recruter des nationaux. Ça, je pense que c'est très important. Et on peut citer un exemple, l'exemple de l'Afrique du Sud avec le Black Empowerment, Economic Empowerment, où là, c'est depuis les années 90, où là, il y a l'obligation vraiment de, c'est compliqué, mais d'utiliser à la fois au niveau du personnel, mais au niveau des entreprises, des entreprises locales et du personnel local. Voilà. Alors donc il s'est pas présenté, c'est Laurent Redon, qui est ancien DRH dans le secteur minier, dans la logistique, qui a longtemps été chez Bolloré et qui nous fait le plaisir d'être là. Alors oui, Stéphane. Je voudrais juste poser une question aux panélistes et à Patrick en particulier. Quand on parle de contrats locaux, est-ce qu'on parle de contrats locaux en fonction de la nationalité? Or, une partie de ces répatres sont soit binationaux, soit français. Et donc, comment ça se passe localement? Parce que si je suis d'origine togolaise, mais avec un passeport français et que je vais travailler au Togo ou en Afrique, est-ce que je suis français ou est-ce que je suis togolais ou est-ce que je suis binational, etc. Comment ça se passe, ça? Alors justement, alors on arrive sur la deuxième partie, mais c'est aussi pour reprendre non, ce que Laurent a dit, c'est-à-dire donc de cartographier un peu le phénomène. Donc déjà, alors
premier point, est-ce qu'il y a il y a des pays qui sont, entre guillemets, tu parlais des Afriques, est-ce que, par exemple, en Afrique de l'Ouest, le phénomène va être plus important qu'en Afrique centrale ou qu'en Afrique de l'Est? Est-ce qu'on voit un peu des tendances comme ça continentales ou des tendances pays ou pas du tout? Je vais peut-être laisser la parole à Cara qui a ces statistiques. Est-ce que Car, j'ai mon Ouais, idée, mais peut-être ce sera plus pertinent dans un premier temps. qu'en pensez-vous? ouais. Alors, euh, moi, j'ai fait mon mémoire de Sciences Po dessus. Donc, j'ai encore les chiffres en tête, là, ils sont encore assez frais. Alors, les pays les plus. Alors, il faut savoir déjà que quand on parle d'engagement des diasporas, je vais rappeler un chiffre que tout le monde connaît, mais il y a, en 2023, 95 milliards d'euros ont été transférés par les diasporas sur le continent africain, donc les diasporas du monde entier. Mais lorsqu'on analyse par région, on se rend compte que l'Afrique du Nord, c'est la première région qui reçoit le plus d'argent avec, je crois, 46% des envois. Ça va être Maroc, Mauritanie, Algérie, Libye, Égypte. Et on a en deuxième position l'Afrique de l'Ouest. Et nous, en fait, ce qu'on remarque en termes de cartographie, c'est que les pays qui sont en vogue, en tout cas soit en termes d'envoi de fonds des diasporas, mais aussi d'installation, d'entrepreneuriat et d'investissement, par exemple dans l'immobilier etc., ça va être en premier lieu le Maroc, ensuite le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin pour l'espace francophone. Et pour l'espace anglophone, ça va être le Ghana et le Nigeria. Nous, ce qu'on remarque, en plus, on était en déplacement aux États-Unis là, il y a la semaine dernière, dans la ville d'Atlanta qui regroupe une des plus grosses communautés africaines des États-Unis. Et effectivement, ça ressort, hein, c'est le Ghana, le Nigeria et un petit peu le Bénin aussi. Donc, pour la cartographie, c'est Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord, en tout cas, qui sont le plus représentés aujourd'hui d'après les chiffres qu'on a. D'accord. Yannick, oui, oui, oui. Oui, je voulais juste rajouter des éléments. En fait, j'ai peut-être pas précisé au début, mais on travaille depuis quelques mois maintenant, d'ailleurs, avec le soutien du CIAD et puis d'Afrique Search et de l'ESCP Business School sur une enquête qui adhère à cet objectif-là de pouvoir cartographier, caractériser les talents en fait africains de la diaspora et de comprendre leurs intentions de repartir sur le continent africain. Les conclusions sont pas encore là, mais il y a des tendances, hein, quoi qu'il en soit, qui se dégagent de cette enquête-là. Et ce que je voulais, enfin, peut-être mettre en perspective aussi, c'est qu'on a aujourd'hui, on a deux types de pays. On a en fait certains pays qui vont être comme des hubs aujourd'hui, en fait, qui vont attirer une grosse majorité des diasporas, en fait. D'ailleurs, c'est aussi un point, on l'a pas évoqué au début, mais qui justifie le retour de ces pays, des talents finalement, c'est que les pays africains aujourd'hui, beaucoup arrivent à se vendre. Il y a des efforts qui ont été faits dans pas mal de pays africains. Il y a une croissance économique qui est assez considérable dans ces pays-là. Et donc, certains qui sont ici se disent qu'ils peuvent avoir le même niveau, la même qualité de vie en Côte d'Ivoire, par exemple, que celle qu'ils avaient ici. Et donc, on a des hubs comme ça qui se créent où des ressortissants de certains pays, en fait, même s'ils ne sont pas de ce pays-là, vont vouloir aller s'installer. Je partage le cas, par exemple, du Maroc, au niveau du Maghreb, en Côte d'Ivoire pour la partie Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal. Après, plutôt l'Afrique anglophone, où ça va être peut-être le Kenya, qu'on observe en fait comme pays où des non-ressortissants vont vouloir en fait aller s'installer. Et puis, bien évidemment, l'Afrique du Sud, c'est pas nouveau, l'Afrique du Sud, la partie australe, quoi. On a ces hubs comme ça. Et puis, bien évidemment, il y a toujours la volonté, il y a des nationaux qui veulent repartir dans leur pays d'origine, quoi qu'il en soit. Mais c'est pas aussi important que ces hubs-là on commence à identifier aujourd'hui, quoi. D'accord. Oui, donc il y a des facteurs. Donc, il peut y avoir effectivement un facteur de croissance économique et, comme vous le disiez, de qualité de vie. Mm. Il peut y avoir un facteur, comme Laurent le signalait, aussi de pays effectivement qui vont mettre une pression Mhm. législative auprès des entreprises. Il peut Et les aussi, facteurs historiques, voilà, parce que les Sénégalais vivent souvent très en communauté, et les Sénégalais rentrent souvent au Sénégal
pas dans d'autres pays en Afrique. Non, moi, pour ce que je vais compléter tout ce qui a été dit sur, je dirais il y a des facteurs historiques, il y a des facteurs géopolitiques et démocratiques. Lorsqu'on regarde les pays qui ont été cités sont des pays que j'avais en tête, la Côte d'Ivoire, le Bénin, qui a une forte croissance aujourd'hui. Et à l'inverse, on va avoir des pays où il y aura moins d'envie de rentrer, qui sont le Mali, le Niger. Et là, c'est dû aux facteurs géopolitiques et démocratiques que ces pays vivent en ce moment. Les Éthiopiens, lorsqu'ils rentrent, ils rentrent en Éthiopie, ils ne rentrent pas au Togo. Donc, il y a plusieurs facteurs. C'est multifactoriel, notre sujet. Et moi, ce que je rajouterais à ces différents facteurs, c'est surtout, nous, on remarque qu'il y a une segmentation des retours. Enfin, il y a une segmentation en tant que salarié, je ne parle pas d'entrepreneur. Euh, lorsqu'on on vient de terminer ses études, on a entre 25 et 35 ans, on constate qu'il y a une envie, un engouement au retour. Et c'est souvent ces enfants qui ont envie de trouver du sens, qui sont souvent euh, tributaires de ce que j'appelais ce plafond de verre. Première expérience où j'ai envie d'aller voir en Afrique parce que mes grands-parents, mes parents, ils sont nés, ainsi de suite. Donc, on a une facilité au retour entre 25 et 35 ans. C'est nettement plus difficile d'aller faire partir quelqu'un qui a entre 35 et 48 ans. Pourquoi? Parce que installé, a déjà des enfants, bénéficie d'une forme de sécurité ici qu'il ne retrouvera pas en Afrique. Donc, en termes de retour, c'est plus difficile pour ce segment-là. Et après, ça se réouvre à partir de 50 ans. Oui, ce que j'allais dire. Voilà, ça se réouvre complètement à partir de 50 ans, où les enfants sont grands, on a envie de contribuer, comme moi, en l'occurrence, on a envie de contribuer à quelque chose qui nous paraît plus grand que nous-mêmes, ça se réouvre à partir de ce moment-là. Donc, il y a ces trois segments qu'on note aussi en termes de retour des RIPAT. Est-ce qu'il y a Ouais, aussi... Oui, ouais, Clara, allez-y, allez-y. excuse-moi. Ouais, je voulais rebondir et je suis tout à fait d'accord avec ce que Patrick vient de dire, parce que nous, c'est ce qu'on remarque aussi. Et il y a aussi l'effet aussi sur la santé. Parce que nous, ce qu'on a remarqué, c'est que à partir d'un certain âge, les personnes sont moins enclines à venir, parce que déjà, elles ont des enfants, etc. Mais aussi à cause de problèmes de santé qu'ils peuvent avoir. Et donc, les soins qui ne sont pas forcément adaptés sur place, je pense à ceux qui ont des maladies chroniques, etc. Donc, encore une fois, ça dépend du pays de destination. Mais nous, c'est ce qu'on remarque. Et je voulais juste revenir sur un chiffre qu'on a aussi, c'est que aujourd'hui, il y a une vision panafricaine des répates, dans le sens où, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous, dans Répat Africa, on est environ une quarantaine de personnes installées, et sur les 40 personnes, on est 5 personnes d'origine ivoirienne. Donc les autres sont antillais, béninois ou peu importe, mais ils sont de la diaspora africaine, mais pas forcément d'origine ivoirienne. Et on remarque la même chose au Bénin. Au Bénin, pareil, il y a énormément de personnes des Antilles qui sont en train de venir s'installer au Bénin, de par l'histoire, de par, voilà, ils ont fait leur test ADN, ils voient qu'ils viennent du Bénin, etc. Donc voilà, il y a une vision plutôt panafricaine aujourd'hui D'accord. des REPAT. C'est aussi peut-être, si dans le cas du Oui, Bénin, c'est aussi peut-être lié aux efforts qui sont faits par le gouvernement. Il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place par ce gouvernement sur toutes les thématiques liées à la culture, à l'identité noire, à l'histoire. Et donc, je pense que si on prend le cas des Antilles, par exemple, ou certains afro-descendants qui sont en quête de sens et d'identité, ils se retrouvent plus facilement dans un pays comme le Bénin qui valorise ces éléments-là. Voilà. Donc ça, c'est une thématique qui a de l'ampleur en ce moment. est-ce que aussi il y a le fait, par exemple, que certains pays, je pense en particulier à un certain nombre de pays d'Afrique centrale, n'autorisent pas la double nationalité, Faut pas oublier la ou question. oui, On y arrive. oui, d'accord, on va y arriver, non, mais elle est là, elle est là, elle est là. Oui, n'autorise pas la double nationalité et oblige finalement parfois les gens à, je pense à la RDC, je pense au Cameroun, etc. Enfin, finalement, le fait d'avoir ce type de législation va probablement quand même empêcher ce phénomène-là dans certains pays, ou pas du tout. Est-ce qu'il y a des moyens de contournement et finalement on voit pas du tout de... Mm. Il y Alors, a une coupe Afrique. je vais prendre la question inversement. En fait, ce que j'entends des gens qui rentrent,
c'est que des gens jouent beaucoup sur la binationalité pour se protéger des sujets politiques. Oui, et d'avoir une porte de sortie Avoir si une porte de jamais sortie les si choses se jamais ça passent ne mal. marche pas. Ouais. Donc, ça, c'est récurrent. C'est-à-dire que les binationaux qui ont une nationalité africaine et une nationalité hors africaine ou européenne ou occidentale euh, ont plus de, pas d'appétence, mais ils sont plus, se sentent plus en sécurité de rentrer en Afrique avec cette mixité de nationalités qu'ils ont. Euh, Après, est-ce que le fait que certains pays interdisent oui, certainement. Oui. Mais ce que je dirais, c'est que, vous voyez, c'est le Bénin ou le Ghana qui récemment a décidé de ne plus mettre de visa pour. Ouais. C'est le Ghana. Donc, ce sont des initiatives Mhm. qui permettent aujourd'hui la libre circulation des Africains. Alors, on parle de RIPAD, mais on peut parler de RIPAD intra-continent aussi, Oui. ce qui n'était pas quelque chose de facile, compte tenu des infrastructures qui ne sont pas assez développées. Mais avec la ZLECA et tout ce qui est en train de se passer, je trouve qu'il y a pas mal d'initiatives qui favorisent la circulation des biens des hommes sur le continent, intra-continent. Donc, a fortiori, hors continent, je pense que ça va favoriser ce genre de choses. Moi, lorsque je vais au Ghana demain, je suis ravi de cette histoire comment dire, De De visa. ne pas visa, avoir. de visa free. Mhm. Et puis, je suis aussi ravi d'avoir gardé ma nationalité togolaise. Donc, le Togo n'est pas un pays qui interdit la binationalité parce que on peut voyager avec une carte d'identité de l'UMOA Mhm. dans tous les pays de l'UMOA. Ça facilite l'installation, ça facilite beaucoup de choses. Donc, je pense que ça va en s'améliorant. Alors, on D'accord. n'y est pas encore, mais ça va en Oui, s'améliorant. ce qui permet de rebondir sur la question donc, de Stéphane de tout à l'heure, c'est que nous, ce qu'on voit aussi, c'est que parfois, dans certains pays qui n'autorisent pas la binationalité et qui, ou avec des entreprises qui vont chercher justement des personnes de la diaspora, bah, ces personnes-là, en fait, ne vont pas venir parce effectivement, elles ne veulent pas montrer un passeport qu'elles n'ont pas ou obtenir un passeport qu'elles ne peuvent pas avoir. Et donc, sur la question des contrats, ça peut créer des situations avec des contrats d'expatriés pour des personnes qui ont un pied dans un des pays. Voilà, donc, C'est un frein. C'est un frein et de toutes les façons, il y a de moins en moins de contrats d'expatriés. Il y a eu oui. pas mal de commissions sur le Sur sujet le sujet. ici. Il y a de moins en moins de contrats d'expatriés. C'est souvent des contrats de détachement ou des contrats locaux. Et il y a vraiment très peu de contrats Oui, d'expatriés. Donc, après, dans ces pays-là, il y a des dispositions pour obtenir un permis de travail. Hein. oui, oui, bien sûr. Mais Oui, c'est plus compliqué oh, oui, lorsqu'on et est puis originaire on du sait, pays voilà, on d'aller sait aussi chercher un qu'il y a des permis de moyens travail, ouais, quoi. on sait qu'il y a Ouais. aussi des moyens de contourner, et que un certain nombre de personnes peuvent avoir deux passeports sans forcément autorisés. Mais bon, Et, ça ne facilite pas les choses. et on est en Afrique. Lorsqu'on est influent, lorsqu'on a une entreprise influente, on arrive toujours à trouver le moyen de faire travailler quelqu'un. Voilà. Voilà, on est en Afrique. Donc, on a vu les tendances pays. Est-ce que maintenant, il y a des tendances, alors à la fois là, ça peut être pour Yannick ou Cara, de profil, c'est-à-dire est-ce qu'on voit plus de gens avec un profil ingénieur, plus de gens avec un profil, est-ce qu'il y a comme ça des... Oui, je vais peut-être te donner quelques éléments. Moi, enfin, je vais donc du coup faire référence un tout petit peu au travail qu'on mène dans le cadre de l'enquête que j'évoquais tout à l'heure. On a pas mal de profils. Déjà le profil en général, ça va être, je crois que Cara l'a dit en introduction, ce sont des personnes très qualifiées, hautement qualifiées, qui ont des masters spécialisés diplômes d'ingénieur et MBA hein, qui sont très intéressés par ce retour-là. Aussi, beaucoup de personnes qui ont évolué dans les métiers de la finance, de la banque, notamment. Et je pense que c'est peut-être lié aussi au boom actuel en fait du secteur bancaire financier en Afrique, où on a pas mal de groupes bancaires panafricains qui sont ouais. en train de d'éclore. Et donc ça attire en fait cette dynamique-là attire ces profils-là qui du coup qui souhaitent repartir. Beaucoup aussi qui ont évolué dans tout ce qui est conseil, beaucoup de consultants qui sont intéressés. Après, il y a bien sûr des ingénieurs, mais dans une moindre mesure. Je crois que c'est aussi lié finalement aux débouchés que peuvent offrir les pays. Hein, Mhm. voilà, les personnes qui ont ce profil financier, bah, elles voient aujourd'hui les débouchés qui existent via ce boom
que je viens d'évoquer. Et puis, ceux qui font, par exemple, de la cybersécurité, bah, ça peut être un peu plus compliqué pour ces personnes-là. Donc, on va avoir moins de candidats, même si beaucoup repartent avec, du coup, l'objectif de créer leurs propres entreprises, quoi. On a à peu près un quart des personnes qu'on a interrogées comme ça qui veulent repartir, du coup, en créant des entreprises parce que, peut-être parce que les débouchés n'existent pas encore sur le continent, quoi. Cara, vous, de votre côté, vous voyez certains profils plus fréquemment que d'autres? Alors oui, nous, on voit... alors, ça dépend, parce qu'on a des personnes qui veulent... on a beaucoup plus de personnes qui veulent entreprendre et qui n'ont pas forcément le profil dans le secteur dans lequel ils veulent entreprendre. Je m'explique. On a par Mhm. exemple des personnes en finance qui veulent entreprendre dans l'agriculture, la pisciculture, etc. Euh, Après, en termes de profil, ouais, hein, comme disait Yannick, on a plus des personnes qualifiées, donc Master 2, en général, qui sont dans la finance, l'ingénierie, le BTP euh, et la tech aussi. Et sinon, côté entrepreneuriat, ça va être beaucoup d'agriculture, beaucoup de restauration aussi, agricole, restauration, tech. Euh, et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on a beaucoup de projets de personnes qui se lancent dans de l'agritech avec de l'IA intégrée. Donc, c'est un peu ça que nous, on observe. D'accord. Patrick, même. Ouais, ben, ce qu'on est en train de dire là, c'est que on fait un constat depuis des années en disant que l'Afrique attire beaucoup de profils NORIPAT de haut niveau, mais le sujet pour moi, qui est le vrai sujet, c'est les profils techniques. On sait que l'Afrique ne forme que 2% de profils techniques. Mhm. Et effectivement, les profils de master, ingénieurs et autres, il y en a beaucoup. Mhm. Or, ce dont l'Afrique a besoin prioritairement aussi, c'est de profils techniques. Et ça, on en manque beaucoup puisque les universités africaines en forment peu. Et puis les jeunes des diasporas africains qui ont ces profils-là n'osent pas forcément faire la démarche du retour parce qu'ils se disent que ils n'auront pas des débouchés. Donc c'est un défi. C'est un Mhm. défi pour les années à venir que de continuer en termes d'éducation à former ces profils-là ou à faire retourner, à aider ces profils-là avoir l'idée du retour au pays. Euh, voilà. Oui, d'accord. Non, non, mais alors maintenant, sur on va dire les écueils ou à éviter, est-ce que justement au moment où la repatriation a lieu, quel conseil vous pourriez donner, Yannick, quand ça Des- se passe, voilà, ça se passe peut-être pas toujours bien, est-ce qu'il y a, il y a des, il y a des erreurs récurrentes qu'il ne faut pas faire? Là, on parle du point de vue Du point de vue du repas qui du repas. revoit, et on sait que parfois, est-ce qu'il peut y avoir des déceptions par rapport aux Ouais, attentes? ouais, Est-ce ouais. qu'il peut y avoir des questions qui sont liées aussi à l'intégration dans l'entreprise avec Mhm, des employés nationaux qui, eux, ont toujours vécu sur place? Est-ce qu'il peut, enfin, mhm, mhm. qu'est-ce que vous voyez, vous, Je pense que oui, tout ce que vous évoquez, oui, ce sont des cas qui on rencontre, hein, c'est-à-dire lorsqu'on a passé 5 ans, 10 ans, 15 ans dans un pays, souvent en Occident, et qu'on repart sur le continent africain, déjà, il y a toujours un choc culturel, hein, parce que finalement, on s'est habitué à une façon de faire, à un mode de vie, et qui n'est pas toujours le même, lorsqu'on repart dans son pays d'origine. Donc souvent, il y a ce choc culturel-là qui nécessite un temps d'adaptation, des fois 6 mois, 1 an, 18 mois, pour que les choses se passent bien. Donc là, oui, il faut effectivement garder cette ouverture-là, d'autant plus, et ça, c'est pas évident, je crois que Cara l'a un peu évoqué aussi au début, d'autant plus que souvent, quand on est repatrié comme ça, bah, on est, voilà, par rapport aux locaux, à ceux qui sont sur place, en fait, même si on a la nationalité, on est clairement des fois identifié comme étant, bah, enfin, je pense par exemple au Cameroun, ils disent le benguiste, voilà, voilà, celui qui vient de France, etc., avec ses codes, de sa façon de faire et tout ça, qui sont pas forcément adaptés à l'environnement local, quoi. Donc, des fois, c'est un peu difficile pour ces personnes-là d'effectuer ce retour-là
parce elles sont toujours un peu mises de côté. Il y a ces réalités-là, mais après, oui, il faut de la résilience, l'envie de pouvoir s'intégrer, et ça, il faut un peu de temps, quoi. Après, les entreprises, dans le cas des repatriations qui sont effectuées via des entreprises, via des cabinets, par exemple, je pense qu'il faut aussi avoir souvent un accompagnement, ne pas se dire que parce que voilà, c'est un Togolais d'origine qu'on renvoie au Togo, qui est peut-être né au Togo, c'est vrai, il va tout de suite voilà, ça va bien se passer directement. Je pense que c'est pas toujours le cas. Il faut aussi prévoir, comme ça, comme on le fait pour des expatriés, prévoir des programmes, des inductions qui vont permettre à ces locaux-là, lorsqu'ils reviennent comme ça au pays, d'avoir certaines astuces, certaines clés, en fait, qui vont faciliter ce retour-là, quoi. Parce que c'est clair que c'est jamais évident. Moi, dans ce qui me concerne, c'était assez simple parce que je suis allé au Gabon directement après mes études. J'ai étudié 6 ans ici et je suis reparti. Entre-temps, je partais régulièrement en vacances. Donc, ça simplifie en fait la chose. On ne Mhm. perd pas le lien, le contact en fait avec la culture locale. Mais pour des personnes qui ont coupé ce lien-là pendant longtemps, c'est pas forcément évident. Et donc, il faut, quoi qu'il en soit, aussi bien du côté de ce ripat-là, avoir cette envie de se réintégrer, mais aussi du côté des entreprises qui vont recruter, mettre en place quand même un accompagnement qui va pour faciliter les choses, quoi. Cara, vous, de votre côté, est-ce que vous voyez certaines, justement, un taux de chute ou enfin, des facteurs qui reviennent pour quand ça marche pas ou... Oui, alors je vais parler de mon cas personnel parce que je trouve que Oui. ça pourrait bien représenter. Moi, quand je suis arrivé au Cameroun en 2015, je travaillais qu'avec des personnes locales. Donc, j'avais aucun expatrié, donc on m'a mis au port et voilà. Et je peux vous garantir que si j'avais gardé mon côté, mon attitude française, voilà, mes codes français, j'aurais raté ma mission parce que j'aurais été beaucoup combattu en interne. Dans le sens où, ce que j'ai fait, c'est que je me suis approprié les codes culturels, la manière de faire, j'ai essayé de comprendre le fonctionnement. Parce que moi, j'ai vu des choses, hein. J'ai vu des gens se donner de l'argent, etc. Au début, je me suis dit, mais en plus, moi, je sortais d'école. Je me suis dit, mais c'est impossible de faire ça, c'est pas bien, etc. Et je vous garantis que si j'avais continué là-dedans, j'aurais raté ma mission. Et en fait, j'ai compris pourquoi ils le faisaient et je me suis adapté. Et c'est pour ça que les gens ne m'ont pas combattu et que on a, on a évolué ensemble, en fait. Et donc, je pense que les personnes même qui sont nées en Afrique, qui viennent dans un autre pays, par exemple en Occident, pendant une vingtaine d'années et qui retournent, je pense qu'ils peuvent aussi tomber dans ce, entre guillemets, piège-là. Donc, lorsqu'on arrive, nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir déjà beaucoup d'humilité, dans le sens où prendre le temps de comprendre les codes, de la patience, parce que les choses ne sont pas en un jour. On a des problèmes de... En fait, ça va dépendre du pays vraiment que vous allez choisir, mais il y a des écueils. Il y a la bureaucratie, l'intégration culturelle difficile et aussi l'isolement, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais lorsqu'on arrive dans un pays et que on est isolé, que ce soit professionnellement et même socialement, ça peut être une expérience compliquée. Donc nous, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui réussissent le mieux, c'est les personnes qui trouvent un entourage qui leur correspond assez rapidement. Mhm. D'où le fait que je dis de rejoindre des communautés. Ensuite, ouais, voilà, il y a tout ce qui est barrière culturelle, l'intégration qui va prendre du temps. Mais en fait, on remarque que plus le temps passe, moins il y a ces phénomènes parce qu'on fait aussi beaucoup de prévention. En tout cas, nous, dans REPAT. Euh, mais voilà, je pense que les mots-clés qu'il faut avoir pour un REPAT qui revient, c'est vraiment l'humilité, la patience et la persévérance parce que tout ne va pas se faire en un jour, hein. Ça, c'est clair. Patrick, Alors, moi, je pense que c'est un peu t'es la surpris? même chose. Ouais. C'est, on n'est pas attendu, quoi. Voilà. Il faut juste avoir en tête que on n'est absolument pas attendu. Mhm. Et si on est attendu, c'est avec un fusil. Parfois. Donc, donc on est. Non, mais c'est vrai, hein, on n'est pas attendu. Donc, il faut avoir ça en tête que personne ne nous attend lorsqu'on retourne
chez nous, surtout lorsqu'on retourne dans son propre pays. Mhm. Et à tel point que nous, lorsqu'on on recrute pour nos clients, on déconseille parfois de faire entrer les Seripas dans leur propre pays dans un premier temps. Si c'est possible, c'est d'aller dans un pays limitrophe et puis qu'ils se passent la main pendant les premières années et puis voilà, bon, si c'est bien possible. Donc, on n'est pas attendu. Et bon, je pense que ce qui est des choses clés qu'il faut faire pour éviter des désagréments de la répatriation, c'est d'abord planifier. Il faut bien planifier son. C'est pas une décision simple que de décider de tout plaquer et puis de rentrer en Afrique. Donc, il faut vraiment planifier et puis bien sonder ses motivations profondes avant de se lancer dans l'aventure. Et arriver à créer un réseau local avant de partir. Alors, c'est y compris lorsqu'on est entrepreneur que lorsqu'on retourne, on retourne en tant que salarié. Il faut bien analyser le marché, analyser les dynamiques de marché. Comme Cara disait, il faut être flexible, il faut être humble se dire que être flexible dans la mesure où c'est pas ce pourquoi on repart. euh, Forcément, c'est pas ce pourquoi on repart, sur lequel on va bien rebondir. Mhm. Donc l'Afrique est comme ça. On peut partir sur un projet d'agriculture et finalement aller sur un projet de service. Mais c'est ça l'Afrique. Mhm. C'est ces possibilités qui existent. Donc il faut être assez flexible dans sa façon de faire. Et c'est pas parce qu'on part pour un poste qu'on réussira dans ce poste en Afrique. Donc la notion d'humilité, de flexibilité, pour moi, sont clés. Et puis surtout la préparation. Euh, et puis, pour finir, ne pas hésiter à faire un aller-retour lorsque ça ne marche pas, parce que ça peut ne pas marcher. Mhm. Donc voilà, je ne vais pas parler de ce que nous on fait, mais certains de nos clients sont revenus du recrutement des diasporas, parce que souvent, il y a un taux d'échec de 60%. Mhm. Euh, donc, ils nous disent, ben non, nous, on ne le fait pas si c'est pas accompagné. Mhm. Comment est-ce que vous nous aidez à accompagner ces personnes, notamment en termes de soft skills, euh, là, on n'est plus sur des notions de compétences, je dirais, dures, mais on est sur des notions d'adaptabilité, d'humilité, de choses comme ça que nous, on va aller vérifier un peu plus sur ces candidats au retour. Mhm. Alors, Laurent, tu avais une Ouais. question? La répatriation, c'est vraiment un choix de vie. Et je pense, enfin, fondamentalement, c'est également un choix familial. Et l'importance que l'épouse en général, et les enfants, mais surtout l'épouse, adhèrent à ce projet-là est très, très important. Une des raisons justement de l'échec, c'est pas tellement l'échec professionnel, c'est plutôt l'échec familial. Ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et souvent, enfin, l'épouse qui, du jour au lendemain, revient en Afrique alors qu'elle n'a pas connu du tout l'Afrique, elle a énormément de difficultés d'adaptation et c'est une des raisons principales de l'échec de la répatriation. Mhm. Et je voulais, à ce Oui. sujet-là, juste citer un exemple assez connu d'échec de la répatriation, c'est la présentation au Bénin de M. Lionel Zinsou, qui est vraiment le français, enfin le multi parfait, très éduqué et tout, qui a échoué justement de par, je dirais, des raisons purement ethniques, religieuses et sociales, parce qu'il n'a pas su se réadapter un petit peu vraiment aux vérités béninoises du quotidien. Bon, Alors, j'en pleurais je... pas forcément le mot échoué. Alors, je réagis parce que je connais tu es Lionel. responsable de ton... Voilà, donc, Donc, Patrick, oui. non, non, je ne pleurais pas le mot échoué. Je pense que chacun porte son destin. Une fois qu'on a dit ça, chacun porte son destin et chacun le vit comme il peut le vivre. Et je n'irai même pas sur ce terrain-là, mais je n'en pleurais pas le mot échoué. Je tenais à le dire. Est-ce que, autre point, est-ce qu'il y a, alors on a parlé justement du Bénin tout à l'heure, est-ce qu'il y a des pays qui ont une politique fiscale, enfin, législative, qui favorise ou qui aide, ou qui, une politique de communication, ou finalement, parce que, par exemple, à une époque, au Maroc, il y avait les Marocains de l'extérieur, il y avait un statut particulier quand ils, enfin, est-ce qu'on voit ça en Afrique subsaharienne ou pas encore? Ah oui, il y a des Ouais, le politiques Sénégal. entrepreneuriales. Voilà. Oui, entre vrai. Ouais. Cara? Au Sénégal, il y a des politiques d'entrepreneuriat où il y a des zones économiques spéciales. Donc au Bénin aussi avec la zone de Glodjibé. Et au Sénégal aussi, qui ont mis des dispositifs spécifiques d'entrepreneuriat des diasporas, notamment dans des allègements fiscaux
D'accord. Par exemple, si vous créez une usine, vous créez une entreprise, vous ne payez pas de droits de douane sur votre matériel et vous ne payez pas d'impôts pendant 5 ans, quoi. C'est des choses comme ça qui sont mises en place au Maroc aussi. Et je tenais juste à revenir aussi sur le point précédent d'échec de diaspora. Il y a aussi la préparation financière. Donc, comme Patrick disait, la préparation. Mais la préparation financière est très, très importante. Vous allez par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, où c'est des pays qui sont quand même devenus assez chers ces dernières années. Aujourd'hui, on observe un taux de retour en France ou en Europe élevé, notamment dû à la mauvaise planification des finances, notamment lorsque des personnes ont des familles, des enfants, euh, qu'ils viennent à l'école, l'épouse qui ne travaille pas ou l'époux qui ne travaille pas, etc. Donc, c'est ce qu'on remarque et nous, on dit aux gens de faire vraiment attention à bien planifier et à bien se rendre compte du coût de la vie dans les pays cibles et du coup faire des allers-retours pour aller, aller voir concrètement comment ça se passe sur le terrain, quoi. Oui, absolument, oui, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, ouais, Abidjan aujourd'hui est devenu extrêmement très cher. Très, très cher. Et même si les salaires ont un peu suivi, finalement, quelqu'un qui penserait avoir une vie, Cara met quand même le doigt sur quelque chose d'important. C'est vrai, et j'ai omis d'en parler aussi, des barrières aussi, c'est que c'est l'illusion du salaire. Souvent, lorsqu'on a envie de retourner en Afrique, on se dit on va forcément retrouver le même niveau de salaire qu'on avait ici. Ce qui n'est pas forcément le cas, même si ça s'est rattrapé un tout petit peu dans certains pays. C'est pas forcément le cas. Il y a toujours un gap de salaire Mhm. entre ce qu'on peut gagner ici à compétences et à poste égal et ce qu'on peut gagner en Afrique. Ça dépend des pays. Je dirais, en Afrique de l'Est, par exemple, les pays comme le Rwanda, le Kenya et le Burundi, certaines compétences sont tellement rares que les salaires sont le double de ce qu'on peut avoir en Occident. Mhm. Donc, c'est le cas inverse. Un directeur financier au Rwanda coûte 2 fois plus cher, gagne 2 fois plus qu'un directeur financier en France, Oui. par exemple. Donc, ça dépend des pays. Même encore une fois, je mets la nuance qui est que ben, ça s'est rattrapé ces dernières années, compte tenu du coût de la vie qui augmente dans certains pays comme la Côte d'Ivoire ou le Bénin qui est en train de suivre ou le Sénégal. Oui. Très bien. Alors, avant de passer aux questions, donc voilà, on est quand même sur un phénomène de toute façon qui, a priori, est quand même amené, si on veut conclure, à se pérenniser. Yannick? Tout à fait, un phénomène qui est amené à se pérenniser, hein. Donc, je pense que la volonté, en tout cas, elle est là, hein. La dynamique, comme j'ai dit en introduction, a évolué du fait de l'intérêt donc de ces diasporas de repartir. Donc, la volonté, elle est là. Maintenant, il en va aussi des États africains, en tout cas, de mettre en place ce qu'il faut pour attirer au maximum en fait ces diasporas-là. D'autant plus si on parle des diasporas de leurs propres ressortissants, j'ai envie de dire. Moi, j'ai une inquiétude parce que je l'ai un peu évoqué en disant tout à l'heure qu'on a des hubs comme ça qui sont en train de se former et on est en train de partir progressivement dans un contexte où on va avoir beaucoup de pays qui vont finalement récupérer tous ces cerveaux africains de la diaspora, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, hein, qui est vraiment en train qui attire énormément depuis ces dernières années. Et puis après, il y a d'autres pays finalement parce que ils n'ont peut-être pas mis en place les bonnes politiques, développer les bonnes infrastructures, améliorer le cadre de vie comme il faut sont en train de perdre cette possibilité-là de faire revenir leur Il faut diaspora. rester à la Voilà, traîne. voilà, voilà. Ils pourraient rester à la traîne. Ça peut par la suite créer des écarts même entre pays maintenant de la sous-région, etc., d'une même région, j'ai envie de dire. Donc moi, c'est un peu mon inquiétude par rapport à ça. Donc il faut vraiment que les États aussi se mettent au travail en ordre de marche pour assurer un minimum et faire en sorte qu'à minima, Proactif pour. voilà, d'être proactif pour faire en sorte qu'à minima leurs ressortissants viennent dans leur pays et contribuer Mhm. vraiment au développement du pays, quoi. Voilà. Cara, de votre côté, comment vous voyez les choses là sur les années qui viennent? Ouais, alors moi je pense que c'est un phénomène qui va continuer à accroître parce qu'il y a de plus en plus d'organisations qui accompagnent ces pattes. Il y a de plus en plus de regroupements qui vont se créer.
Je pense que des outils comme l'intelligence artificielle vont permettre de mieux matcher les profils et les besoins. Et donc, je pense que c'est un phénomène, nous, on le voit dans les chiffres, qui va augmenter. Et aussi d'autres diasporas, par exemple, je pense à celle des États-Unis, qui sont aussi en train de s'organiser sur place pour avoir développé leur relation avec le continent africain. Euh, Mhm. donc, je pense que les ponts sont en train de se créer et qu'il y aura en fait des allers-retours dans tous les sens. Je pense qu'il y a toujours des étudiants africains qui vont venir étudier soit en Europe, soit aux États-Unis, et il y aura aussi des transferts de compétences dans tous les sens. Donc, je trouve que c'est une bonne chose et que ça va continuer à se développer. Patrick, perspective? Ah, si on regarde les tendances des dernières années, on pourrait dire que ça va se pérenniser. Je dis bien, on pourrait dire que ça va se Mhm. pérenniser. Mais si on voit l'évolution du monde de façon générale, bon, je me pose des questions. Donc, voilà, donc je ne peux, je mets une nuance. Et je pense que c'est à nous aujourd'hui d'essayer d'aider, tu le disais tout à l'heure, d'essayer d'aider les jeunes ou les personnes qui ont envie de faire ce mouvement de mieux se préparer. Mhm. Parce que le reverse, je dirais, repatriation peut être très violent. Mhm. Et on parle de l'évolution de l'Afrique ou du développement de l'Afrique depuis quelques années, mais ça piétine un peu toujours. Je ne suis pas afro-pessimiste, hein. Mhm. Attention, mais je dis juste, soyons réalistes. Et ça me fait rebondir sur ce que Yannick disait sur le rôle des États africains. Ils ne sont pas forcément rassurants ces derniers temps, Mhm. parce que leur attitude pour certains, euh, opportuniste, je dirais, ne nous aide pas aujourd'hui à voir ce mouvement se pérenniser de façon saine. Voilà, donc c'est la petite nuance que je mets sur ça, mais il faut continuer à se battre et la lutte continue. Non. Ouais, ouais, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Patrick. Je suis 100% d'accord avec lui sur le fait que les États africains doivent, ils doivent se bouger, en fait. Parce que c'est vrai que je trouve que les politiques pour attirer leur diaspora, certains en ont, mais ils font pas, enfin, moi je trouve qu'ils font pas le nécessaire. Je pense à des pays en particulier, je vais pas les citer pour, pour pas avoir de Bien de problème, polémique. mais, euh, mais ouais, mais en tout cas, je trouve que d'une manière générale, les États, par exemple, le Maroc le fait très bien. Le Maroc fait très bien, pour moi, en tout cas, engage vraiment sa diaspora, il y a des choses mises en place. On peut toujours améliorer, mais en tout cas, le Maroc est un exemple, je pense, pour d'autres pays africains. Et je pense qu'ils devraient commencer à se bouger parce qu'ils sont vraiment pas rassurants. Et d'une manière ou d'une autre, on se retrouve à faire le travail des pays africains. Mhm. Donc, je trouve que là, il y a vraiment un effort à faire. Et je ne comprends pas pourquoi, dans des pays africains, il n'y a pas de guichet unique d'accueil de la diaspora. Ou Mhm. alors, lorsqu'ils disent guichet unique, en gros, c'est sur le papier. Mais en vrai, il y a tellement de problèmes sur place qu'au final, les gens se débrouillent par eux-mêmes, quoi. Donc, tant que les États africains ne vont pas prendre leurs responsabilités, ça va être compliqué. Merci, merci, Cara. Alors, avant de passer aux questions dans la salle, Virgile, est-ce qu'on a des questions en ligne? Non, très bien. Donc, on va passer aux questions dans la salle. Stéphane. Oui, alors, d'abord, merci parce que c'est extrêmement intéressant et je crois on touche vraiment le problème. Alors, moi, je voudrais faire une première remarque, c'est que là, on parle de répat et moi, j'ai vécu l'expat. Mhm. Premier constat, lorsqu'on a voulu, à l'époque, faire de la répat, qu'on n'appelait pas la répat, c'était pour une question purement économique et ça a complètement échoué. C'est-à-dire que quand on prend des gens qui ont été formés en Europe, en Occident, etc., et que sous prétexte qu'ils viennent du pays, on va leur proposer des conditions salariales et package un peu moins qu'un expatrié, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les raisons que Patrick a données. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a la réalité du pays. Ça, c'est la deuxième chose. Après, je rebondis sur les échecs. Mhm. En tant qu'expatrié, il y avait aussi des taux d'échec, pour les mêmes raisons. Mhm. Les épouses, l'école, le contact avec le continent. Et on a beau. Moi, je suis né sur le continent, je suis né au Maroc, et quand je suis arrivé en Afrique pour la première fois au Libéria, je suis tombé dans un monde qui était complètement
nouveau pour moi, etc. Et donc, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, ce problème de la confrontation, de comprendre, etc., c'est vrai pour tous les hommes. Et c'est pas parce qu'ils sont d'origine africaine qu'ils ont un avantage par rapport à ça. Je veux dire, peut-être que dans leur fibre ou leur ADN, il y a quelque chose d'africain, mais ça ne donne pas pour autant euh, un passeport de garantie de s'intégrer dans une entreprise occidentale ou de type occidental. C'est différent que si jamais on va, avec la DABA, travailler dans un truc de cacao. Mais si on rentre en Afrique, et pas en Afrique, on rentre en Afrique pour aller dans une entreprise dite globale, on est confronté au même problème que tous les hommes auxquels on été confrontés. Et donc, je pense que ça c'est une chose faut intégrer. C'est pas spécifique à la diaspora, c'est spécifique au fait que l'humain se confronte à la réalité. Après, sur ce que disait Patrick, sur le devenir. En fait, le sujet, c'est effectivement le problème des pays, de savoir comment ils vont intégrer leur diaspora, mais c'est avant tout un problème économique. C'est-à-dire que si l'Afrique a des emplois à proposer, elle attirera les gens de toute façon, qu'ils soient africains ou pas. Et si jamais les pays ne se développent pas, et on n'a pas voulu citer les pays, les trois pays dont tout le monde pense et que ne veut pas citer, il est évident que personne n'ira, y compris les gens de la diaspora. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus le fait de ce répat soit comme si c'était quelque chose de nouveau par rapport sur le marché de l'emploi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, Oui, Patrick, oui. je compléterai ça juste par une anecdote et on a participé ensemble, parce qu'on est confrères dans nos métiers, sur un appel d'offres pour un recrutement de la Banque mondiale qui finançait un projet dans un pays africain. Alors, c'est moi qui l'ai gagné, mais on se parle là-dessus. En fait, ça rejoint un peu ce que tu dis sur l'effort des États. La Banque mondiale a choisi un cabinet international a fait un appel d'offres auprès de cabinets internationaux, juste pour une raison. La raison, c'est qu'on soit tiers de confiance sur les recrutements des personnes qui vont gérer les projets financés par la Banque mondiale dans ce pays-là. Donc, ça veut dire que il y a les États au niveau local doivent aussi donner confiance aux gens qui veulent rentrer sur le fait que lorsqu'ils postulent, c'est la bonne personne qui sera recrutée au bon endroit et c'est pas le copain de tel copain qui sera fait. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que les gouvernements ont un travail à faire, enfin, les gouvernements de façon générale, sur la confiance qu'elles donnent aux gens qui veulent rentrer. Je prends l'exemple de la Banque mondiale. Notre cabinet, nous, on a été choisi juste pour être tiers de confiance. Je faisais des voyages dans ce pays-là, juste pour aller ouvrir les enveloppes des CV qui arrivaient, pour nous assurer qu'on ne glissait pas à d'autres enveloppes, d'autres CV de personnes qui font partie de copains des dignitaires dans le pays. Donc, le marché du travail est de cette façon-là, dans beaucoup de pays africains. Donc, ça vient de loin, tout ça. Donc, le travail va être conséquent dans les années à venir. Mhm. Avant de conclure, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui. Une en ligne. On a un risque manager français d'origine béninoise qui demande, au-delà des risques d'insuccès qui ont été identifiés, si vous aviez deux ou trois solutions ou clés pour réussir le projet des éléments centraux des projets de repatriation qui sont facteurs de succès. Bah, je pense qu'on a déjà un peu évoqué avec Yannick, donc il y avait le côté préparation financière. C'est ça, oui. Et puis je Voilà. pense que Cara aussi évoqué un peu ça, oui. Donc la préparation. Aussi, oui, voilà. Il faut enfin, je pense qu'il faut garder un lien et au moins essayer de faire des allers-retours de façon régulière pour bien comprendre le pays, le contexte et notamment le marché de l'emploi. Je crois que tu en parlais un tout petit peu, Patrick, hein, ne pas se dire comme ça, juste sur la base des tendances ou ce qu'on peut avoir dans les médias, se dire, bon, bah, que c'est la bonne destination, il faut aller sur place, il faut s'assurer que le mode de vie, en fait, correspondent à ce qu'on a aussi, nous, comme aspiration. Donc, il y a cette préparation-là, connaître le marché, aussi se préparer financièrement, hein, comme l'a dit Cara juste avant, essayer de se faire accompagner si on peut.
par des structures qui travaillent dans le domaine, peut-être comme Ripat ou je Voilà, pense que voilà. allez sur le site de Voilà, RIPAT. voilà, Hein. il y en a de plus en plus, hein, il y en a de plus en plus qui font ça ou se rapprocher d'associations, bah, comme nous, comme l'African Business Club, on travaille sur cette thématique lors de notre forum annuel, par exemple, on a des ateliers en fait qui permettent de discuter de ces thématiques-là, de la préparation au retour. Il y a d'autres associations en fait qui font à peu près la même chose, donc essayer vraiment de se faire accompagner, de se faire coacher, si je peux dire ça, et normalement ça devrait faciliter les choses à minima. On lui Ouais, rajouter je voudrais encore. bien rebondir. Oui, Cara, oui, allez-y. Ouais, excuse-moi. Ouais, bah, je vais dans le sens de ce que dit Yannick, hein. Pour réussir son projet, il n'y a pas de formule magique, mais il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent nous faciliter la tâche, comme garder le lien avec le continent, donc dans le sens où y aller, faire des allers-retours, voire prendre le pouls, rejoindre des communautés où bah, vous pourrez avoir accès à d'autres personnes qui sont dans la même démarche, et du coup, pourquoi pas faire des choses ensemble ou en tout cas avoir des informations précieuses qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. Parce que se lancer seul, c'est quand même assez risqué. Encore une fois, ça dépend du pays, mais ça peut être très risqué. Préparation mentale, financière, ça c'est très important aussi. Voilà. Bon, je voudrais juste Oui, rajouter la flexibilité. oui, C'est la flexibilité. préparation mentale, la flexibilité. Il faut juste être ouvert à bifurquer on est sur place. Mhm. Oui, Étienne, tu voulais intervenir? Oui, d'abord, merci d'avoir soulevé tous ces problèmes. Je crois, moi, que personnellement, la repatriation est quelque chose de très difficile, je crois. Vous l'avez souligné quand même à des degrés divers. Parce que quelqu'un qui a vécu ici, par exemple en France, un Africain d'origine africaine, qui a vécu en France avec content ou pas content, ce qui se passe chez nous, la santé gratuite, l'éducation gratuite de qualité et un certain niveau de vie qui retourne dans son pays, déjà au plan économique, c'est pas loin d'être insurmontable, puisqu'il va perdre la santé gratuite souvent et l'éducation gratuite et de qualité. Donc, pas toujours, mais souvent. Donc, c'est quand même un obstacle, à mon avis, très sérieux, sans parler de ce que vous avez évoqué, qui est un éventuel rejet de la communauté locale. Est-ce que je suis un expatrié, pas un expatrié? Pourquoi? Avec quel regard porte-t-on sur moi? Donc tout ça, c'est des difficultés qui sont, à mon avis, très réelles et qui, dans un livre qu'on a fait sur la diaspora, on avait qualifié, ou dans mon éditorial, j'avais qualifié ces retours, ces gens qui retournent, ces repatriés de héros. Parce que je pense que c'est très difficile. Et donc, est-ce que une des solutions pour cela, sans parler du fait que soit ils ont un statut d'expatrié, l'entreprise leur donne un statut d'expatrié pour leur maintenir un peu leur niveau de vie, mais à ce moment-là, ils sont rejetés. Pourquoi eux et pas les autres? Ou alors on ne les donne pas, ils ont un problème économique. Donc, c'est pas loin d'être la quadrature du cercle. Et donc, est-ce qu'une des réponses à ça, ça n'est pas de faire de la repatriation dans un tout autre pays, sauf son pays d'origine? Oui, ce que disait Patrick. Oui, mais d'une tout à manière fait. assez presque systématique, D'accord. Ouais. pour avoir une chance de succès. Et c'est ce que nous, on conseille aujourd'hui. Oui, oui. De toutes les façons, le taux d'échec est très important lorsqu'on prime au retour, on retourne dans son propre pays. C'est très, très difficile. Donc, à nos clients, très clairement, non. Un Togolais ne va pas au Togo tout de suite. Si on a la possibilité, si l'entreprise a la possibilité de le mettre dans une filiale, ce n'est pas toujours le cas. Tu peux confirmer ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, qu'il y avait un taux d'échec de 60%. 60%. Oui, c'est le cas. Il y a C'est Cara 60%. qui a mentionné ça. C'est Non, 60% c'est Patrick Oui, de nos clients qui ont fait qui ont recruté des diasporas, on appelle un cadre en interne, le taux d'échec de personnes qui retournent, c'est 60%. Donc, retour en Occident. À retour en Occident. Oui. 60%, c'est quand même. Donc, ça confirme ce qu'on ressent. Non, mais c'est 60%. Oui. C'est intéressant ce que Étienne disait, parce qu'effectivement, moi je me rappelle, par exemple, un cas, c'est un Ivoirien qui s'était établi au Sénégal, parce qu'en plus de tous les ajustements culturels, financiers, il y avait une pression familiale telle que s'il avait été dans son pays d'origine, il n'aurait pas pu rester. Ah oui. Ça, c'est un point. Et je pense que dans la segmentation, il y a une dimension qui a pas été abordée ici, qui est celle des repas intermittents, je les qualifierais comme ça, c'est-à-dire pas prêt à faire le one-way définitif,
mais parce que là, ils ont leur vie ici, ils ont leur famille ici, ils vont plutôt intervenir sur des missions ponctuelles, plutôt que c'est pas définitivement Parce que repartir en Afrique le définitivement. fait de ne pas aller dans son pays d'origine, ça résout le problème un peu du rejet, parce qu'il est vu un peu comme un étranger, puisqu'il n'est pas du pays où il va, africain, j'entends. Et deuxièmement, ça lui permet aussi peut-être de négocier un petit package financier un peu supérieur, parce qu'il est vu quand même comme un expatrié, même s'il est africain. Ce qui est pas, tout ça n'est pas possible, donc ça résout pas tout, mais à mon avis, une partie des problèmes quand même. Alors oui, d'autres questions au fond Malik, oui. Moi, je pense que pour expliquer un peu les problèmes de PAC, je pense qu'il y a il y a au moins deux points. Le premier point, c'est qu'il retrouve une sociologie qu'il pense maîtriser, qu'il pensait maîtriser, mais qui est complètement différente. Quand on débarque en Afrique avec sa famille et qu'on a vécu en Europe, on retrouve, dans son pays en tout cas, on retrouve un univers avec des contraintes qui sont complètement différentes, qui font que le rapport à l'argent, le rapport au travail, le rapport à la société, la disponibilité, tout ça, ça crée, si vous voulez, un nouvel environnement. Si en plus de ça, on y ajoute que l'une des personnes repartent, ne travaille pas et qu'il faut en plus payer l'école, etc., ça devient véritablement compliqué. La deuxième chose, c'est qu'il y a un historique entre les diasporas et ceux qui sont restés sur place. Ce que je veux dire, c'est que, en général, les personnes qui sont de la diaspora, soit sont nées en France, soit ont quitté l'Afrique pour venir en France. Et quand ils ont quitté l'Afrique pour venir en France, en général, c'était les meilleurs élèves des lycées. Ce sont ceux qui ont eu les meilleures bourses. Bref, c'était un peu la crème, si je veux dire. Donc, quand ils retournent, quand ils veulent retourner, ils retrouvent sur place des Africains qui ont fait des études sur place, qui ont vécu, comme ils disent, ou comme on dit, les réalités locales, etc., et qui finalement, quelque part, je dirais, construisent une forme de résistance, qui est une résistance à la fois sur le contenu du travail, sur la manière de gérer le management, sur le rapport à l'autre, mais aussi sur le fait que, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait de M. Zinsou tout à l'heure, au fond, nous tous qui vivons ici, quand nous retournons en Afrique, on ne peut pas vraiment définir de manière extrêmement précise ce qui fait que, je dirais, les éléments d'Occident qui peuvent être rébarbatifs en Afrique. On va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ceux qui sont sur place décident que puisque nous avons vécu longtemps en Europe, finalement, nous avons certainement perdu pied par rapport à certaines réalités. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Donc, le problème, le problème est double. Il y a d'abord ce que nous pensons de ce que nous allons pouvoir vivre ou ce que nous allons pouvoir apporter, le type de rapport que nous allons avoir avec les autres, mais il y a le regard des autres. Et ce regard-là, quelquefois, même si on retourne dans son propre pays, on peut apparaître comme un expat. Oui, bien sûr. Alors, il y avait une autre question, intervention. Voilà. Je m'appelle Charles. J'ai bien écouté toutes les interventions, mais je pense qu'il faut quand même situer les choses. Être repas ne donne droit à rien. Je veux dire, c'est pareil pour M. l'a dit tout à l'heure. Nous n'attendons pas forcément à avoir tout ouvert. Il y a des difficultés. Je pense qu'à un moment, il faut balancer quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et avoir un profil. Et par rapport à ces deux tendances, prendre une décision. Se dire que, parce que nous sommes africains, quand on rentre en Afrique, on doit avoir ceci, ceci, cela. Je pense que c'est pas une bonne approche. Moi, j'ai été repas de la Chine, de Shanghai, au Maroc, à Casablanca. Mais je suis venu dans le cadre d'un projet. Je me disais que je viens travailler. C'est comme si j'allais être expat aux États-Unis ou alors ailleurs. Je me mets dans la tête, je suis dans un nouvel environnement. Il faut que j'apprenne cet environnement. Il faut que je me développe dans cet environnement. Donc, je pense que c'est la même approche qu'on devrait avoir. Si je rentre au Cameroun, je dois avoir cette approche. Je vais travailler, d'accord? J'ai un avantage, c'est que je suis dans mon environnement. Je suis chez moi. Je peux appeler 2 ou 3 personnes.
je suis chez moi, c'est un avantage. Faut pas négliger cela. C'est-à-dire que c'est différent si j'allais au Maroc ou alors au Sénégal ou alors en Côte d'Ivoire. Là, je dois me réadapter. Mais quand je rentre chez moi, je suis vraiment chez moi. Pareil, quand tu viens en France, tu vas t'adapter à la France. Donc, ne nous disons pas que repas, il faut forcément avoir tout. Non, je vais travailler pour. Surtout que je ne vais pas travailler pour le Cameroun. Je vais travailler pour une entreprise, qu'elle soit française, américaine ou chinoise. Donc, je suis un professionnel. Avec l'avantage que ici, j'ai peut-être des défis, j'ai des challenges, et j'ai aussi un avantage. Voilà. Je veux juste Merci à tous. Alors, ben, c'est l'heure. L'heure est là. Donc, merci Cara à Abidjan. Merci à Yannick et à Patrick. Merci à tous ceux qui étaient en ligne et à tous ceux qui étaient présents dans les locaux du CIAN. Et ben, à la prochaine pour une commission RH qui devrait avoir lieu au mois de mai. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Petit cadeau, un peu qui t'intéresse. On a cité tout à l'heure, Étienne a cité le livre sur les diasporas. Alors, effectivement, il date un petit peu, mais je pense qu'il peut être intéressant. Et on vous propose, pour ceux qui s'intéressent, de vous le donner. Voilà. Ouais, je vois Il est là, le livre, je l'ai. Ah oui, Cara, les bonnes lectures, c'est Patrick qui est derrière tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Cara. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. C'est